On revient là sur le méthane et je vois que bon, Bruno et Valérie ont déjà pas mal parlé du contexte. Donc je vais aller un peu vite sur mes premières slides qui donnent un peu le contexte et les projections de l'AIE parce que je vois qu'on en a déjà vu. Donc mon intervention va porter surtout sur ces fameuses règles d'or et cette question de l'âge d'or du gaz. Donc à l'AIE, on publie, comme vous le savez peut-être, les projections sur le mix énergétique à l'avenir chaque année. Donc on publie le World Energy Outlook mardi prochain. Donc c'est bientôt. Mais l'année dernière, on a publié en premier temps un livre qui s'appelait Are We Entering a Golden Age of Gas? Avec un point d'interrogation. Et puis après, on a publié ce livre qui est maintenant traduit en français et disponible sur notre site web gratuitement, qui s'appelle Les règles d'or pour l'âge d'or du gaz. Donc on a constaté qu'il y avait plusieurs éléments qui pouvaient empêcher cette idée d'un âge d'or de gaz. Et les inquiétudes sur l'environnement étant important, et qu'il fallait voir est-ce qu'il y avait des règles qu'on pouvait mettre en place entre gouvernement, industrie, pour faire en sorte qu'on pouvait produire du gaz non conventionnel en toute sérénité, comme il disait Pascal. Donc, j'avance un peu. On a déjà entendu parler de cette croissance dans la demande énergétique mondiale qui continue, avec un part d'énergie fossile qui reste dominante. Et parmi les énergies fossiles, comme Valérie nous a dit tout à l'heure, c'est que la part du gaz qui augmente. Donc, parce que, et ce qui est intéressant aussi à l'AIE, vous savez peut-être, on regarde différents scénarios politiques pour faire les projections. Donc ici, je vais vous montrer notre scénario central qui est ce qu'on appelle le New Policy Scenario. Mais même dans un scénario de ce qu'on appelle 450, donc un scénario qui essaie de viser ce fameux, ou de ne pas dépasser ce fameux 2 degrés C, le part de gaz augmente. Donc ça a un rôle intéressant à jouer. Comme on a déjà constaté, le monde n'est pas égaux et qu'on voit que ce n'est pas forcément homogène sur les différents marchés et ni sur les projections. Donc là, pour l'Europe notamment, on voit quasiment pas d'augmentation de la demande de gaz d'ici 2020. Et vraiment, l'action est dans les économies émergentes, notamment, comme on a entendu, la Chine, le Moyen-Orient et l'Inde. Donc, la majorité de ce gaz est consommé, comme on a entendu, sous forme d'électricité. Et là, pareil, on voit il y a différents facteurs qui favorisent cette augmentation de la demande de gaz, mais qui sont différents selon des pays. Donc, Japon, bien sûr, après le désastre de Fukushima, on imagine qu'il cherche à baisser le part de nucléaire. Alors, il voit une augmentation de 3 fois en renouvelable, mais une augmentation également de gaz. L'Europe, on a déjà parlé de ce fait qu'actuellement, on coincé entre... Je trouvais que la schématique de Valérie était très bien faite. La demande de gaz est vraiment coincée entre un charbon pas cher, les subventions renouvelables et un prix de CO2 qui est vraiment minimal. Les États-Unis, le charbon a du mal à concurrencer un gaz pas cher. Donc on voit qu'entre maintenant et 2035, augmentation de renouvelables, de gaz, du nucléaire et une baisse de charbon. En Inde, bien sûr, on voit cette forte croissance en population, cette croissance économique qui demande diverses sortes d'énergie, le charbon étant important. Et puis, il y a la Chine. Et je pense que parfois, on en parle beaucoup de la Chine, mais il faut vraiment se souvenir de cette ordre de grandeur qui est vraiment énorme. Et
c'est vrai qu'en Chine, on a entendu parler de leur 12e plan à 5 ans. Ils font des énormes efforts de diversification. Même avec ce tableau-là, ils baissent le part de charbon dans leur mix d'électricité de 88% à 55%. Mais ça reste quand même les besoins énormes de partout. Et ils vont chasser tout ce qu'ils peuvent pour créer de l'électricité. Donc cette augmentation de la demande d'électricité en Chine, ça représente la demande actuelle des États-Unis plus le Japon. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et également, donc en parlant de contexte, on a déjà vu ce qui change sur les marchés mondiaux, et je suis tout à fait en accord avec ceux qui ont parlé avant. Actuellement, on voit les trois marchés très distincts. Le marché européen avec nos fournisseurs classiques de Russie, Qatar, l'Algérie, etc. Le marché de Japon et le marché des États-Unis qui reste très, très isolé des restes des flous. Mais même si nous, on ne voit pas un marché entièrement liquide, comme nous on avait parlé tout à l'heure, il y a quand même cette diversification à la fois de l'offre, de la demande, l'augmentation de GNL, qui fait qu'on voit un marché plus dynamique, où on peut imaginer qu'il y a quand même une pression sur les contrats de type classique, il y a une pression sur les prix des fournisseurs classiques et un approchement des prix. Donc, toute présentation doit quand même avoir une slide sur les US et la production de gaz. Je ne vais pas élaborer beaucoup parce que je sais que Marc va en parler après. Mais le fait qu'en 10 ans, les États-Unis sont passés d'une perspective d'importation importante à une perspective d'exportation est vraiment une des choses qui a le plus bouleversé les marchés et les perspectives de gaz. Et qui porte des conséquences bien au-delà des frontières américaines. Sur le marché mondial, on a vu par rapport à des flous, sur la compétitivité et bien sûr sur les prix. Donc si là, on regarde un petit peu les prix dans ces trois régions, on a déjà entendu les chiffres, mais pour visualiser un peu ça. Donc l'année dernière, on a vu les prix en Europe, donc qui étaient à peu près 5 fois Henry Hub, donc le prix aux États-Unis, et au Japon, ils ont vu les prix 8 fois Henry Hub. Donc c'est quand même quelque chose qui a un impact qu'on ne peut pas sous-estimer. Vraiment, ça touche bien au-delà des États-Unis. Et ça continue. Hein, c'est pas non plus un effet qui va passer très vite. Donc, et là également, on a vu donc, cette forte augmentation de la demande de gaz mondiale. Et ce qu'on voit aussi, c'est que moitié de cette augmentation en demande de gaz va être remplie par les gaz non conventionnels. Alors, on a vu également qu'il y a des nouveaux sources de gaz très intéressants en Afrique d'Est, en Méditerranée, entre autres. Mais dans nos projections actuelles, on voit que la moitié va être remplie, va être satisfait par les gaz non conventionnels. Donc, la question se pose naturellement de possibilité de production de ces gaz de schiste, surtout en dehors de l'Amérique du Nord. Dans nos projections, on constate que ça ne va pas être très rapide. Il y a de nombreuses raisons de supposer que ça va prendre du temps et que de cette augmentation de production de gaz non conventionnel, 80% de ce qui est en dehors d'Amérique du Nord se passe après 2020. Donc, et des obstacles, bon, il y a des obstacles géologiques, de marché qu'on a bien vus. Donc, de nombreux obstacles se dressent, mais je pense que les inquiétudes sociales et environnementales ne sont pas les moindres et risquent d'être la chose qui empêche le plus cette croissance en dehors des États-Unis. Donc je vais faire
Maintenant, une petite parenthèse sur, la géologie et la nature des opérations en gaz non conventionnel, pour après parler des règles d'or et un peu des techniques mises en place pour satisfaire ces règles d'or. Donc, bien sûr, la différence est dans les roches. À gauche, on voit ce dont Bruno parlait tout à l'heure, le réservoir classique de là où on trouve les hydrocarbures actuellement, qui ressemble presque à une éponge solide. Donc, c'est de la grès, c'est en anglais du sandstone, mais c'est de la grès qui est poreux et qui est perméable. Donc on peut vraiment imaginer presque comme un bac, mais certainement comme une éponge. Ce qui se trouve à droite, c'est un schiste, mais un schiste argileux pour être plus précise. Donc c'est les schistes argileux, ce sont issus des sédiments, de la vase au fond des mers ou des lacs très riches en matière organique. Donc comme Bruno a dit tout à l'heure, les pétrologues les connaissent très bien parce que c'est ce qu'on appelle la roche-mère ou la cuisine en quelque sorte des hydrocarbures. Donc ces conditions successives de température et pression ont fait la création des hydrocarbures dans ces schistes argileux. Mais ces pressions ont également fait qu'un bon parti est expulsé de cette roche-mère, soit vers une roche plus de réservoir, si jamais il y a un piège pour le garder en place, ou bien vers la surface. Donc, tout ça fait que, si on regarde concrètement ce que ça veut dire au niveau exploitation de ces gaz, on peut presque imaginer que si on fore un trou dans le grès, on peut imaginer une mèche ou une paille, et on vide sous pression, on peut vider un bac d'une certaine taille parce que tout communique. Par contre, lorsqu'on fait un trou dans ce schiste argileux, on vide tasse par tasse plutôt que par une paille, si vous voulez. Donc, à la fois, on est obligé de forer beaucoup de puits, et on est obligé de casser le roche un maximum, ou fracturiser le roche un maximum autour pour être sûr que cette verre d'hydrocarbures qu'on vide à chaque fois a une taille maximale. Donc, ce qui rend donc à retirer que pour exploiter cette schiste argileux, il faut beaucoup forer. Il faut forer beaucoup de puits. Donc, ça fait une opération assez intense. Qui a quand même une footprint, une empreinte au sol important. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des révolutions, des techniques de forage horizontaux, de fracturation qui a permis d'exploiter ces gaz de roche-mère. Mais je dirais également que c'était aussi une révolution en logistique, tout bêtement, et d'efficacité. Ici, on a une notion, bon, ça c'est en 2011, donc le progrès se fait très rapidement en ce moment en façon d'exploiter les gaz de schiste, mais on parle quand même pour 8 puits, donc une période de fracturation ici qui dure 6 jours, mais 850 camions de sable, 5000 camions d'eau, donc pour permettre cette révolution, si vous voulez, aux États-Unis, oui, c'était les techniques de comment forer, comment fracturer, mais ça, c'était les techniques qui étaient bien connues par l'industrie depuis plusieurs années déjà, mais c'était de comment arriver à faire ça d'une façon massive, mais économique. Donc, on a appris autant de Walmart et autres sur comment gérer 5000 camions sur 6 jours, qui a permis finalement d'arriver à un prix d'exploitation qui est économique et faisable. Donc je dirais que c'est autant une révolution d'efficacité d'opération qu'autre chose qui était vraiment la clé. Donc très efficace, sereine, je ne sais pas, mais
en même temps, on n'a pas tout à fait envie d'habiter juste à côté, au moins pendant ces 6 jours. Donc les inquiétudes, on peut aussi les comprendre. Donc quelles sont les inquiétudes environnementales le plus important? Donc si on prend un peu un chemin de construction d'un puits, c'est vrai que dans un premier temps, mais les gens s'inquiétaient énormément de si la fracturation, donc mettons à 2 km sous terre, si on crée ces fractures, ils pouvaient propager vers la nappe phréatique que vous voyez en haut. Donc autant pour les géomécaniciens dire mais c'est juste une idée ridicule, je suis en train de mettre une énergie tellement importante pour essayer d'ouvrir un tout petit peu ce roche à 2 km que l'idée que j'arrête les pompes et que ça va se faire tout seul, pas très facile à imaginer. Mais ceci dit, maintenant, si je prends l'année dernière par exemple, il y avait 30 000 puits, ou plus que 30 000, 35 000 puits forêts aux États-Unis. À 90%, ces puits utilisent la fracturation hydraulique. Et il n'y en a jamais eu un seul où une fracture pendant la complétion a atteint, même à partie plus que quelques centaines de mètres du puits. Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas le point à s'inquiéter. Par contre, si on pense à des vraies inquiétudes, les choses à bien veiller pendant la création d'un puits, c'est bien toute la construction d'un puits, les mises en place des tiges, la cimentation, etc., pour être sûr qu'on ne peut pas avoir des fuites ici où vous voyez, on est beaucoup plus proche de la nappe phréatique. Ah oui. Et ça marche, merci. Et également, avec tous ces camions d'eau, le stockage, le recyclage d'eau, d'être sûr que c'est bien sûr les fuites ici ou ici qui portent beaucoup plus de risques sur la nappe phréatique que quelque chose qui se passe ici. Donc les gens s'inquiètent sur l'empreinte au sol qu'on a vue, ils s'inquiètent sur les fuites éventuelles, ils s'inquiètent sur les besoins d'eau. Et également sur les émissions atmosphériques, on se pose des questions que s'il y a des fuites de méthane, qu'est-ce qui va se passer? Donc, et c'est vrai que mal prises en compte, ces inquiétudes risquent d'un sens ou d'un autre de bloquer l'exploitation de gaz. On voit bien le cas en France où on est bloqué. Donc c'est pour ceci qu'on avait entre des politiques énergétiques des différents pays du monde de l'AIE et de l'industrie, on essaie d'imaginer des règles du jeu qui pourraient faire que tout le monde comprend, entre l'industrie, d'autres parties prenantes, les régulateurs, le gouvernement, quels sont les éléments à prendre en compte et comment on peut faire. Donc, bien sûr, ça tourne énormément autour de la transparence, donc de mesurer, communiquer, de coopérer. Donc après, on a mis regardez où vous forez, et je vais élaborer un petit peu plus sur ce qu'on veut dire par ça. Isoler les puits, il n'y a pas d'excuse pour des fuites, il faut l'étanchéité. L'industrie sait le faire, mais il faut veiller que ça soit le cas. De traiter l'eau d'une façon responsable, et puis d'éliminer. On a parlé tout à l'heure des dégazages et le torchage, d'essayer d'éliminer ces dégazage ou des fuites de méthane. Et le dernier point, on a dit be ready to think big. Donc, soyez prêts à voir grand, à la fois parce que d'imaginer que ce sera un puits ou deux, ou une dizaine de puits qui va produire un gaz en France qui est moins cher que ce qu'on peut acheter de l'Algérie ou de la Russie, ce sera une erreur. Mais également, si on planifie, on voit à l'échelle, on peut également, au niveau de la livraison d'eau ou bien l'approvisionnement de gaz, imaginer des systèmes qui sont beaucoup plus efficaces, où il y a moins de pertes. Et bien sûr,
d'assurer un niveau de performance qui est durablement élevé, si vous voulez. Donc, je vais prendre certains de ces règles et expliquer un petit peu plus de quoi on parle au niveau des opérations ou techniquement. Donc, watch where you drill. Regardez où vous forez. Donc là, on pensait à plusieurs choses. Qu'il faut choisir les sites soigneusement, les sites de forage, de minimiser les conséquences en surface. Et ici, une des choses que vous voyez, bon, ça c'est des sites de puits, donc à chaque fois ici. En moyen, aux États-Unis, les tailles des terrains des agriculteurs, c'est 10 fois la taille d'un terrain moyen en Europe. Donc, 10 hectares sur un terrain, ça pèse beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis. La densité de population, etc., rendent les choses plus compliquées. Donc, de bien veiller sur les endroits choisis par rapport à ce qui se trouve autour, mais également pour comment dire, de côté sous-sol, d'être sûr, il y a tout à fait les technologies qui existent pour identifier les failles profondes naturelles, et également il y a des technologies, ce qu'on appelle de microsismiques, pour mesurer à chaque fois que le roche est fracturé, de prendre des mesures, donc de pouvoir ici les points que vous voyez en jaune et en vert, c'est des mesures qui ont été prises pendant la fracturation pour voir précisément à la fois exactement l'endroit et puis la taille de la fracture, la fissure qui a été créée. Donc je pense bien veiller à la fois côté surface et sous-sol, de où on va faire ces forages et d'être sûr de ce qu'il y a autour. C'est faisable et il faut faire. Donc après, on parle d'isoler les puits et prévenir des fuites. Donc il y a plusieurs techniques en construction de puits, de cimentation et évaluation, d'être sûr qu'on a quelque chose d'étanche à la fin. Ce qui est le plus important, si les fuites vont se produire, ce sera entre la cimentation et ce qu'on appelle le casing ou les tubages vers la surface. Donc, pour avoir cette bonne étanchéité de cimentation, il faut à la fois forer un trou qui est à peu près droit. Plus il est cabossé, plus dur ce sera de garantir une étanchéité lorsqu'on fait les cimentations. Après, de bien nettoyer le puits après, d'être sûr qu'au moment où on pompe le ciment, que les tiges sont bien placées. Donc, c'est tous les éléments de base dans les méthodologies de construction des puits. Mais en même temps, il faut bien veiller là-dessus, du point de vue de l'industrie et puis du point de vue du régulateur, d'être sûr que c'est fait correctement. Et puis dans le design du ciment lui-même, sachant que ces puits sont en place pendant de nombreuses années, il faut imaginer que ça puisse avoir un certain degré de flexibilité. Les ciments existent qui peut, ce qu'on appelle self-healing, donc qui peut se réparer ou, en cas de fissure. Et puis il faut évaluer, il faut mesurer, pour être sûr que la cimentation a été faite correctement, pompée jusqu'au niveau anticipé, etc. Donc il y a plusieurs techniques qui existent. Pour nous, à l'AIE, on constate qu'il n'y a pas d'excuse de ne pas pouvoir démontrer que ça a été fait correctement. Donc après, de traiter l'eau d'une façon responsable. Donc on a déjà entendu que cette fracturation hydraulique est très gourmande en eau. Donc, dans l'industrie, c'est une des focus très importants de voir comment on peut baisser la quantité d'eau utilisée. Et également, donc, comment on peut réduire en premier, mais réutiliser un maximum, parce que l'eau qui est utilisée pour
pour fracturer les roches revient par la suite. Donc, si on peut le réutiliser sur le prochain puits, on peut éviter quelques centaines de camions. Et puis, troisième choix, de pouvoir traiter et recycler l'eau. Il est même possible, donc ici on voit les types de bacs utilisés en Pologne pour pouvoir stocker et réutiliser l'eau. Donc il y a énormément de progrès qui a été fait. Je pense même, j'ai regardé les chiffres que je vous avais mis là tout à l'heure, de 10 000 tonnes, 18 000 tonnes utilisées par puits, que je pense est maintenant réduit à 13 000. Donc et ça, c'est en espace de 2 ans. Donc le progrès se fait. Une des complications, c'est que parfois les produits chimiques qui sont ajoutés à l'eau, je pense que l'interlocuteur tout à l'heure avait dit que c'est de l'eau avec un petit peu de chimie. Ben c'est ça, de l'eau avec un petit peu de chimie. Mais le petit peu de chimie est souvent pour pouvoir réduire la quantité d'eau. Donc comme maintenant, de plus en plus, la fracturation est faite avec ce qu'on appelle slick water, donc vraiment que de l'eau ou des produits qui sont verts, entre guillemets. Il faut trouver les bonnes formules. Maintenant qu'on évite d'utiliser les produits chimiques qui nous permettent de réduire les quantités d'eau, il faut essayer de trouver le juste milieu. Et bien sûr, il est possible d'éliminer complètement le besoin d'eau. Et ce moment-là, d'utiliser un liquide de fracturation qui est à base d'hydrocarbures. Notamment le propane est utilisé en certaines situations. Mais à noter, à la fois que ça ne fonctionne pas dans toute géologie. Donc, il y a certains sites au Canada qui ont fait de la fracturation avec le propane. C'est quand même un hydrocarbure. C'est flammable. Et au niveau des opérations sur site, c'est vraiment très délicat lorsqu'on prend le propane et on le pompe à haute pression dans les quantités prévues. Donc, il ne faut pas forcément souhaiter une fracturation sans eau. L'eau est bien plus sympa pour la plupart que le propane. Donc après, soyez prêts à voir grand. Et on trouvait que ça, c'était un élément très important dans nos réflexions autour de l'exploitation du gaz de schiste. Et je pense souvent qu'on l'oublie ici en France. Je vous ai déjà parlé des 30 000 puits, donc ça c'est pétrole et gaz compris, forêt aux États-Unis l'année dernière. On n'arrive même pas à une centaine si on regarde en Europe et des autres pays qui commencent à forer pour le gaz de schiste. Donc à la fois, je pense qu'il faut tenir en compte les effets cumulatifs. On ne peut pas faire semblant de forer un puits ou deux lorsque vraiment on peut arriver à un stade rentable. Il faut parler plutôt des centaines ou plus de puits. Mais également, il y a des opportunités d'économie d'échelle et d'échelle qui permettent une meilleure gestion des risques environnementaux. Une fois qu'on a compris qu'on parle d'une exploitation de taille plus importante, on peut imaginer de mettre en place des réseaux d'approvisionnement d'eau, etc., que pour un puits ou deux, on ne va clairement pas faire. Donc, ça demande plus de planification pour essayer de réduire l'empreinte totale. Donc, ça veut dire du subsurface, également de tout ce qu'il peut avoir autour au niveau culture, habitation, etc. Après, donc de plus en plus, vous savez peut-être, les forages sont faits de ce qu'on appelle un pad, donc où il y a au moins 8 puits qui se fait de la même location de forage, mais qui peuvent aller également jusqu'à une cinquantaine de puits du même empreinte au sol. Donc, mais ça demande une planification importante. Également, si on regarde en France ou même en Pologne, où il faut 18 mois pour en avoir un permis pour forer un puits, c'est clair que
on ne va pas arriver très vite à faire une implémentation très efficace. Et comme on a déjà entendu, il y en a du gaz qui arrive sur le marché au moins en 2020, donc il faut être concurrentiel. Et puis, donc, on a parlé des pad world design. Donc, tout ça, ça veut dire une intégration de planification de l'ensemble de façon ouverte et transparente, que les gens autour savent de quoi il s'agit et que l'industrie puisse planifier d'avoir le moins d'impact possible sur les alentours. Donc, je reviens à quelques conclusions. Je pense que j'en tire des conclusions qui sont bien similaires à ceux qui sont passés avant moi. Donc, il y a des éléments à la fois de l'offre de gaz, mais de la demande de gaz qui croît, qui peut se poser, cet âge d'or, mais bien différents pays par pays, et il faut bien veiller sur ce qui remplace ce que ce gaz va remplacer dans le mix. Nous, on constate que les technologies existent pour suivre les règles d'or et que ça peut adresser les inquiétudes des uns et des autres sur les impacts que ça peut y avoir. Mais ceci dit, ce n'est pas simplement que les technologies sont en place, les règles d'or existent, donc tout va bien. Ça va demander vraiment des énormes efforts. Bon, déjà, vous avez vu un peu l'échelle de ce qui est demandé par l'industrie, mais je pense que par les gouvernements aussi et les régulateurs, d'être sûr que à la fois c'est fait d'une façon convenable, mais qu'on puisse démontrer que c'est fait correctement également. Et on a vu que cette transformation qui peut mener le gaz non conventionnel sur le prix, sur la sécurité d'approvisionnement. Et juste un dernier point, on n'en a pas trop parlé jusqu'à présent. Donc, nous, on constate, et dans notre projection, on voit que, oui, le gaz naturel a tout à fait un rôle à jouer dans ce mix énergétique de basse carbone, mais ce n'est pas le gaz naturel tout seul qui va nous mettre sur un chemin de dégraisser. C'est loin d'être le cas. Donc, ça a un rôle à jouer dans un mix divers si on cible ce but de rester en dessous de 2 degrés C de chauffement climatique. Donc, je vous remercie. Je suis allée un peu vite. C'est nous qui vous remercions.